Salut à tous et bienvenue dans The TV Society, une émission de Minted produite par thesocieties.media avec le soutien logistique de CheckSub. L'intelligence artificielle transforme désormais toute la chaîne de valeur de la vidéo publicitaire. Selon Deloitte, plus de 60% des acteurs du marketing utilisent déjà des outils d'IA générative dans leur processus créatif ou de production de contenu. Création, post-production, automatisation, personnalisation, avatar, génération vidéo, n'en jetez plus. L'IA ouvre des possibilités inédites pour les marques et les créatifs. Mais jusqu'où cette révolution peut-elle aller ? L'IA peut-elle réellement produire aussi de l'émotion et comment les métiers de la création vont-ils évoluer dans les prochaines années ? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Steg de CheckSub, Jean-Baptiste Roger de Pilea Agency, Jérémy Gross de MotionDream.ai, Sergei Likariev de C-Cré. Bonjour Florian. Salut Michel. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Michel. Bonjour Jérémy. Salut. Et bonjour Sergei. Bonjour Michel. Je réfléchis au prénom de simplement parce que c'est la première fois pour 3 d'entre vous que vous êtes là et donc je vous remercie. Et comme je vous le disais avant de commencer, je suis super content de vous avoir parce que ça va ouvrir mes propres chakras, mais également les chakras de la population qui nous regarde en général, qui sont des annonceurs, mais également des acheteurs médias, mais qui, sans création, ne pourraient pas faire leur boulot. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, justement, c'est les opportunités créatives apportées par l'IA dans le domaine de la vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit aussi en briefant cette émission, je vais peut-être poser parfois des questions hyper bateaux, mais qui en réalité nous permettront d'avoir un public un peu plus large, mais aussi de rentrer peut-être dans des détails, puisque le diable se cache dedans, et peut-être nous alerter sur un certain nombre de questions qui certes sont très évoquées aujourd'hui, mais qui méritent peut-être plus de précision de votre part, puisque vous êtes des spécialistes dans le domaine de la vidéo, et notamment dans le domaine de l'IA. Donc première question, et Florian, tu vas y répondre en premier. En quoi, de ton point de vue et compte tenu de ton activité, je rappelle que tu es le fondateur de CheckSub, spécialiste notamment des sous-titrages, mais pas que, tu vas nous en dire un petit peu plus. En quoi l'IA révolutionne la création vidéo publicitaire, selon toi ? Alors nous, c'est vrai que j'ai lancé CheckSub il y a un peu plus de 8 ans. On a vu une évolution gigantesque sur la manière de travailler. Donc il y a 2 grandes briques. Il y a la partie création, il y a la partie distribution. Du coup, on a d'autres personnes autour de la table qui vont pouvoir nous parler plus de la partie création. Nous, on est vraiment sur la partie distribution. Une fois que l'histoire, une fois que le message est finalisé, nous, on va être sur toute cette partie distribution. Et l'IA a vraiment, d'un point de vue créatif, la capacité d'améliorer les 2 processus. Il va aider, il va débloquer des choses en termes de budget, en termes, sur la partie création. En termes d'idées, en fait, maintenant, c'est infini. Et ça va aussi aider sur la partie distribution. Et nous, c'est ça qui est très intéressant parce que si tu sais que ton contenu va être distribué, adapté dans les formats, dans les différents pays, sur les différentes chaînes. De manière automatisée ? De manière automatisée. Et bien là, du coup, tu vas pouvoir investir même plus sur la créa. Tu vas pouvoir avoir des créas plus régulièrement mises à jour parce que tu sais que derrière, tu as une rentabilité qui est faite. Donc la distribution participe à la créa et du coup, l'IA change radicalement ces 2 processus pour moi en tout cas. Merci Florian. Alors Jean-Baptiste, tu es le plus jeune autour de la table. J'ose dire même que tu as été sur les mêmes bancs de l'école que mon fils. C'est ça, effectivement. Donc tu représentes un peu la jeune génération, même si, messieurs, vous êtes encore très, très jeunes et dans la force de l'âge, pas d'inquiétude là-dessus. Jean-Baptiste, en quoi, selon toi, l'IA révolutionne la création vidéo publicitaire ? Nous, on est une agence de montage, c'est-à-dire qu'à la base, on fait vraiment que de la post-production. On a des vidéos brutes qu'on transforme en capsules finalisées et on se spécialise vraiment sur la distribution des réseaux sociaux en organique. Encore une fois, la distribution. Exactement, encore plutôt sur la distribution avec une partie de stratégie sur quoi faire qui reste quand même une grosse partie de notre activité. Et aujourd'hui, au niveau IA, on va s'en servir sur la récolte de données pour apprécier une meilleure stratégie et une meilleure distribution. Et ensuite, on va s'en servir sur la partie post-production. C'est-à-dire que nous, on n'est pas un studio créatif qui allons générer des images grâce à l'IA parce qu'on accompagne des chefs d'entreprise qui ont besoin de monopoliser leur image. Ouais. Donc, remplacer ma tête
par ma tête en IA, c'est plutôt contre-productif pour ma clientèle. Donc nous, on a plutôt tendance à optimiser nos process pour livrer plus de livrables ou plus rapidement ou pour le même budget qu'avant, grâce à des outils et des process IA. Et donc c'est là où, pour moi, dans notre domaine d'activité et pour nos clients, c'est là où la plus grosse valeur ajoutée, elle est. Et aujourd'hui, on va utiliser, que ce soit des outils SaaS, comme on peut en trouver sur le marché, des outils directement intégrés dans les grosses plateformes, comme Adobe est en train de sortir pour pouvoir prompter beaucoup plus facilement. Mais on se dit qu'un monteur qui va avoir ces outils-là sera même 10 fois plus rapide qu'un marketeur qui pourra aujourd'hui le faire. Donc peut-être que les plus petits budgets pourront s'ouvrir ces portes-là qui n'étaient pas ouvertes avant grâce à l'IA, mais nous, avec des talents en interne créatifs, augmentés par ces outils-là, et en plus en étant à la pointe de tout ça, je suis très investi sur le sujet. On va à San Francisco régulièrement pour d'autres outils, pour apprendre vraiment la pointe. Je suis ambassadeur de plusieurs marques qui me permettent d'avoir un accès des bêtas et des alphas de ce qui arrive. Et, tu vas nous en dire un petit peu. Et le traitement des métadatas et tout ça nous permettra aujourd'hui, avec des bons monteurs créatifs et des bons process, d'aller beaucoup plus vite. Alors, j'ai peut-être une petite question subsidiaire. On est encore dans la distribution. Est-ce que ça veut dire que demain, les créatifs pourraient être des marketeurs ? C'est le meilleur des postes. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui sait juste faire des cuts sur Premiere Pro va forcément perdre par rapport à quelqu'un qui connaît l'esprit du storytelling, qui va avoir une sensibilité et qui va pouvoir mieux créer des process et répliquer son goût. À l'ère où la technique est facile d'accès, la seule chose qui va rester, qui va primer, c'est le goût et le relationnel humain. Peut-être que même si les médecins sont super augmentés, qu'on voudra quand même avoir quelqu'un qui nous rassure, un humain en face. Je pense que sur la partie créative, ce sera pareil. Merci Jean-Baptiste. Jérémy, Jean-Baptiste vient nous évoquer la notion de storytelling, et je crois que c'est un peu ta spécialité, et notamment comment utiliser l'IA au service de cette histoire à raconter. On a parlé de la distribution, de la dimension un petit peu technico-créative, mais là, avec toi, on va parler de la création pure. En quoi, et tu fais beaucoup de masterclass sur ce sujet, en quoi l'IA révolutionne la création vidéo publicitaire, et j'allais dire la création au sens large? On a changé complètement le workflow en termes de production. Là maintenant, on a enlevé tous les leviers pas qui nous gênaient, parce qu'on est très loin de ça, mais cette fois-ci maintenant, dès la pré-production, on est directement dès le storyboard, on est déjà dans le tournage. Et donc il y a ce côté aussi agile où effectivement un réalisateur maintenant peut faire toutes les étapes et donc toute la partie tournage, montage, lieu, décor, acteur, etc. Tout est levé, donc c'est un vrai chamboulement, un vrai voilà, on change complètement tout le workflow et maintenant on a la main complètement en tant que réalisateur sur toute la partie réalisation et tout seul. On est capable de faire un film. Et puis, il n'y a pas que le montage, où effectivement, cette fois-ci, un monteur, c'est ce côté agile qui est super important. Je crois que c'est le futur aussi, c'est de pouvoir travailler sur plein de tâches en même temps. Et donc, on ne va pas remplacer complètement toute une équipe de production. Je dirais qu'avant, là où il fallait 5 personnes, une seule personne fait tout le travail. Et ça sera l'occasion de répondre à une des questions autour de justement ces personnes potentiellement remplaçables. Mais on va y revenir tout à l'heure. Sergueï, alors on a commencé à parler réalisation, juste pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu as travaillé sur le dernier, ou en tout cas une des dernières réalisations de clips vidéo, notamment pour Gims. L'IA, sans doute que tu t'en sers. Comment ça a révolutionné ta création aujourd'hui? Oui, bonjour tout le monde. Oui, alors chez C-Carré, on s'en sert régulièrement, surtout beaucoup pour faire la publicité, justement des formats courts, aussi pour des formats longs. Après, c'est surtout au niveau de la créativité, où du coup, on peut proposer plus de choses. Donc, qui dit tester plus d'idées, donc des séries tests, et ça nous permet de vite évaluer quelles sont les bonnes idées, quelles sont les mauvaises. Donc ça veut pas dire forcément que ça réduit la tâche de travail. Ça nous permet au contraire d'être plus créatifs. Peut-être même que ça l'augmente, le travail. Mais bon, j'en reparlerai. Mais j'en parle pour avoir moi-même vécu cette semaine un usage d'IA très poussé. Et je me suis dit, mais je vais où à la fin ?
je ferme la parenthèse. Mais peut-être qu'en termes de création, c'est une question à se poser aussi. Oui, donc ça permet d'avoir beaucoup plus de possibilités, de trancher beaucoup plus vite et d'avoir resserré surtout des coûts de fabrication. Et donc éviter aussi des problèmes logistiques, se déplacer peut-être à Hawaï ou d'autres endroits pour tourner une campagne publicitaire. Donc effectivement, c'est un impact sur la production qui est non négligeable, en tout cas sur les coûts de production. Merci Sergueï. Alors justement, puisque on parle de production, seconde question, comment l'IA elle a transformé la production vidéo aujourd'hui de par ton observation? Alors nous, c'est marrant en fait, ce qu'on a connu il y a 8 ans avec le sous-titrage, on est en train de le vivre sur toutes les étapes de la production. Donc en fait, la production, c'est même le montage automatisé. Donc les solutions sont en train d'émerger, il n'y a pas de solution encore parfaite, mais du coup c'est en train d'arriver. Donc tu arrives, tu as ton film, tu as tes rushs, tu as ce qu'on appelle E-roll, B-roll, et ça va être capable de faire des créations qui commencent à être intéressantes. Alors c'est sûr que si l'humain derrière rentre dedans, ça va être plus qualitatif. Donc nous, il y a la partie sous-titrage. Encore aujourd'hui, d'avoir un très bon sous-titrage, c'est pas si simple. Ça demande pas mal d'expertise. Nous, il y a la partie localisation avec le doublage automatique, qu'on a vu changer radicalement. La partie clipping, adaptation, format horizontal vers le format vertical. 9 16e, 16 9e. C'est ça, exactement. Voilà. Carré. Quel est, même à la limite sur le montage en lui-même, grâce à l'IA, tu vas pouvoir l'adapter suivant les plateformes. Si tu es sur du TikTok, tu vas peut-être avoir un montage encore un peu plus dynamique que si tu es sur du Instagram ou sur du LinkedIn. Et ça, l'IA le permet. Et donc nous, c'est pour ça, sur les étapes de production, je pense que tu vas le confirmer, sur les étapes de production, ça change énormément. Mais après, c'est comme tu le dis, il faut faire attention de ne pas se noyer. Moi, par exemple, j'ai fait une expérience un peu similaire sur la partie motion, c'est-à-dire l'habillage de la vidéo. Si tu veux quelque chose de précis, tu peux y passer des plombes et à la limite, il vaut mieux passer par quelqu'un qui va le faire et qui sait le faire. Un créatif. Un créatif, c'est ça. Qui utilise l'IA ou pas, mais en tout cas, quelqu'un qui s'est spécialisé dedans. Autrement, tu peux y passer la nuit et tu n'auras pas ton résultat le lendemain. Exactement. Et en fait, c'est le cas. Mais c'est une expertise. Les gens, ils ont l'impression que c'est juste que c'est magique, que c'est un bouton sur lequel tu appuies. Et bien en fait, il n'y a pas qu'un bouton. Il faut réfléchir, l'entrée, la sortie. L'humain, il va être essentiel sur le début du projet, sur les choix créatifs, la direction, même s'il est aidé par l'IA. Encore aujourd'hui, c'est l'humain qui va faire la décision du projet. Et à la fin, la validation. Et c'est ça, en fait. On n'est pas sur du full automatique si on a vraiment du contenu qualité. Après, ça va peut-être évoluer. Il y a des choses qui partent sur de la full automatisation, mais on n'y est pas encore. Ouais, non, c'est très difficile. On peut automatiser un peu de la publicité assez simple, comme des packshots, des publicités assez courtes, où il n'y a pas trop de problèmes de contraintes créatives. Mais oui, je te rejoins. C'est-à-dire que dès le début, on garde le concept même de la créativité au moment du concept. C'est-à-dire que ça ne change pas d'un tournage classique. C'est ce qu'on appelle le storyboard, je sais pas. C'est ça. C'est-à-dire que le concept, l'idée même, elle naît chez l'humain. C'est pas l'IA qui est forte là-dedans. Et puis quand on arrive au storyboard, le storyboard c'est le film. C'est le film. On en est déjà au pré-tournage. Toutes les images se retrouvent sur le film. Puis après, il y a toute la partie où on n'est plus sur le tournage. On n'est plus à se déplacer. C'est toute la partie créative où là, maintenant, il n'y a plus de limite. On peut aller où on veut, on peut faire comme on veut, etc. Et puis, on revient encore à la valeur très humaine. On arrive au montage. Là, le montage, donc la fin. Donc le début, la fin et toute la partie au milieu. On a enlevé des leviers, mais en fait, tout est tenu par le réalisateur, le créatif, qui maintenant a la main concrète et on n'a plus de problématiques de contraintes de temps, de météo, de déplacement, de jeu d'acteurs. On les maîtrise et on fait comme on veut. Donc un réalisateur, il n'est plus juste réel. Il fait plein de tâches. Merci Jérémy. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous dire, toi, en quoi l'IA a transformé tes productions vidéo aujourd'hui ? À l'ère où tout est possible, la question, ça devient une question de goût, de quoi faire, de où s'arrêter, de où c'est rentable. Après, il faut encore faut-il avoir de bon goût. Hein. Effectivement, mais ça s'entraîne ou ça se paye à un créatif qui a passé 10 ans à le faire à la main et rien de mieux que quelqu'un qui sait comment s'appelle cet effet dans After Effects parce qu'il a passé 10 ans à le faire
pour rajouter les 2 mots-clés spécifiques dans le prompt Hmm. que quelqu'un qui dit « Ah, mais je veux un dégradé, mais en fait, je sais pas comment il s'appelle vraiment » et qui va passer peut-être 10 prompts à y arriver et je sais pas combien en euros, en tokens, qui vont certainement peut-être coûter cher parfois. Donc c'est Ouais, pour les- ça qu'un réalisateur compétent qui sait faire un prompt plus précis va aussi gagner du temps, là où quelqu'un qui n'était pas créatif de base arrivera peut-être au résultat, mais peut-être en plus de temps ou plus cher. Comme pour tout outil, vous allez me dire. Merci Jean-Baptiste Sergueï sur cette manière dont l'IA transforme les productions vidéo aujourd'hui. C'était quoi l'impact pour toi? C'est surtout un gain de temps sur la fabrication. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet aussi de tester plusieurs idées, mais c'est surtout le temps de fabrication, ce qui permet de livrer beaucoup plus tôt. Donc ça plaît beaucoup, que ce soit en publicité ou dans le cinéma, les formats un peu plus longs. Et après, ça reste quand même des manières de fabrication plus ou moins à l'ancienne. Donc il y a un storyboard, comme on a dit tout à l'heure. Après, il y a la partie animation. La partie montage, le but, c'est quand même de trouver tout un workflow, de nouveau, de trouver une nouvelle recette de fabriquer et voilà, et de pouvoir livrer le plus rapidement possible tout en préservant la qualité du film. Alors justement, tu dis que tu produis plus rapidement. Ouais. Et j'allais dire, qu'est-ce que tu fais du gain de temps que tu as grâce à ces outils? Par exemple, je dis n'importe quoi, dans le monde de la publicité, on dit souvent pour les agences, médias notamment, que comme elles vont pouvoir délivrer plus vite leurs achats de campagne, en tout cas leur plan média, elles vont beaucoup plus travailler sur le conseil. Donc, en gros, ça change un peu le business model qui se reporte sur le conseil plutôt que sur l'optimisation ou les commissions sur l'achat média. Ça, c'est un exemple. Comment toi, en tant que réalisateur, ce gain de temps, tu l'utilises? Mais justement, ça nous permet de passer beaucoup plus de temps sur la créativité. Du coup, moins sur tout ce qui est technique. Avant, toute la valeur, elle était beaucoup dans la fabrication. Donc, s'il y avait un côté artisanal encore. Aujourd'hui, tout ce qui est un peu technique, fabrication, ça a perdu un peu de la valeur et toute la valeur ajoutée est dans la création, dans les idées. Donc, on essaie de maximiser tout ce qui est storytelling, les idées, la direction artistique, d'investir le plus de temps, plus d'énergie là-dedans, parce qu'une belle histoire, même avec des animations peut-être un petit peu moyennes, ça raconte quand même quelque chose, alors que des super beaux films sans histoire derrière, ça raconte rien. Oui, ce qui a fait qu'à un bout d'un moment, chacun d'entre nous, avec un téléphone, on est devenu en capacité de fournir des émotions beaucoup plus fortes peut-être qu'un film qui aurait coûté, je dis n'importe quoi, 200 000 € avec un billet d'avion à Hawaï, alors que dans sa chambre, on peut générer des émotions beaucoup plus fortes avec un simple appareil. Donc la notion d'idée est centrale, effectivement. Et c'est là où se trouve toute la valeur ajoutée aujourd'hui à l'ère de l'IA, parce qu'on a beau croire qu'il faut cliquer sur un bouton, mais on essaie de, justement, chez Secaré, on essaie d'expliquer à nos clients que c'est pas comme ça que ça marche. Il y a tout un process de création et qu'il y a forcément des échecs, il y a des répétitions et il faut qu'on s'adapte à ce nouvel outil, quoi. Merci Sergueï. Alors Florian Sergueï a évoqué un point qui est assez intéressant, c'est que la valeur s'est déplacée de la fabrication à l'idée créative, si je comprends bien. Ça veut dire que tout ce qui se passe au niveau fabrication, il va falloir cutter un petit peu dans les effectifs, dans un certain nombre de métiers. Et donc une question clé pour l'ensemble du marché, et pas que pour le marché publicitaire d'ailleurs. Mais si on reste sur la création vidéo, l'IA peut-elle remplacer certaines équipes créatives, ou pas d'ailleurs, on peut parler même des équipes de production, certaines équipes, on va dire, lesquelles selon toi? Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une boule de cristal sur l'ensemble des domaines qui vont être vraiment bouleversés par ces outils, parce qu'on ne sait pas comment le marché va réagir. Moi, je fais le parallèle avec le marché de la tech. Du coup, on voit, donc actuellement, il y a des vagues de licenciements, et puis après, il y en a qui reviennent en arrière. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a par contre une réorganisation des entreprises et des équipes. Moi, je vais faire un parallèle, par exemple, avec la création de software. Donc, avant, tu avais le product manager, celui qui concevait, imaginait le produit. Et après, tu avais le développeur, celui qui construit le produit. Aujourd'hui, c'est le même processus. C'est-à-dire que maintenant, le product manager est capable de générer du code. Et il a la connaissance. Et donc, du coup,
eh ben, les développeurs sont en train de se poser la question, et dans la majorité des entreprises, on se dit peut-être qu'on va arrêter de coder, comme on le fait en tout cas maintenant. Parce que la connaissance va remonter. Ce qui veut dire qu'on va avoir besoin de plus de product managers. Mais est-ce que ça va être à la même hauteur que le nombre de développeurs qu'on va remplacer? C'est pas sûr. Et ben en fait, le parallèle, c'est exactement le même, je pense, dans la partie créativité. Ce qui est différent dans la partie créativité, c'est que un moment, étant donné que tout le monde va atteindre le même niveau d'outils, va avoir accès aux mêmes outils. En fait, c'est les idées qui vont faire la différence. C'est les personnes qui vont se mettre autour de la table, leur maîtrise des outils, vraiment, c'est d'aller chercher et des choses qui sont surprenantes, qui vont vraiment se différencier. Et je pense que c'est ça le plus intéressant pour les gens, c'est une opportunité quand même. Je pense que le message est de dire, j'ai lu quelque chose là-dessus, le métier que vous avez aujourd'hui n'existera plus en 2027, par exemple. L'année prochaine, donc. C'est un peu plus d'1 an, tu vois. En gros, alors c'était plus un article sur la partie tech, start-up, mais je pense que ça va impacter l'ensemble du marché. Ça marche bien sur les présentateurs. C'est c'est ça. Mais je croyais que c'était plus d'actualité de faire des avatars. Enfin, je ferme la parenthèse. Mais c'est ça. Non, mais parce que du coup, les gens veulent de l'authenticité. Voilà. Tu vois, ils veulent des gens. À la limite, si tu as un avatar, même si l'avatar est parfait, tu sais que tu vas jamais le rencontrer dans la vie. Tu vois, alors que toi, Michel, on te voit, on connaît, tu as une histoire, t'es malade, il y a des choses. Non, mais des fois, t'es humain. Je suis en bonne santé. Non, mais pardon. T'arrives d'être malade comme nous tous. Non, mais je suis on est humain. On est humain. Et c'est justement dans ces faiblesses, c'est marrant, c'est ces faiblesses qui nous font une différence et qui créent un lien et cette authenticité qu'il faut mettre en avant. Jean-Baptiste, ton avis sur l'IA qui peut remplacer certaines équipes, créatives ou pas d'ailleurs, et selon toi, ce seraient lesquelles? Je vais continuer faire la comparaison avec les entreprises de software qui, en fait, certaines ont décidé d'enlever les développeurs et d'en passer certains en PM pour récupérer Product Manager, pour récupérer de la productivité. Et certaines autres se sont dit, on garde tout le monde, mais tout le monde va 4 fois plus fort. Et c'est ces boîtes-là qui ont fait la plus grosse croissance. Je pense par exemple... Tu peux le redire parce que c'est hyper important. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'en gros, les boîtes qui fonctionnent le mieux à l'ère de l'IA, entre guillemets, c'est ceux qui sont dit, on ne change pas les effectifs, on les augmente. Et donc, nous, on va augmenter à la fois notre productivité, notre capacité de création, la marge aussi derrière, puisqu'effectivement, on gagne en productivité. Alors, toute proportion gardée, j'essaie de m'inspirer de cette boîte américaine qui s'appelle Notion, qui, eux, ont fait le grand pari de dire on garde tout le monde. Et en fait, aujourd'hui, qui était une boîte de logiciels avec que des développeurs qui faisaient que des lignes de code, et aujourd'hui, il y a 60% du code base qui est généré par IA. Ils ont quasiment plus personne qui code, et c'est que des gens qui ont fait la transition. Et ils n'ont jamais fait autant de croissance que grâce à ça. Alors, il y a d'autres facteurs avec l'IA et leurs outils. Mais que font ces développeurs, par exemple? Eh bien, ils sont exactement ce qui a été prononcé juste avant, c'est-à-dire qu'ils sont passés de l'autre côté de la barrière où on va piloter cette boîte noire magique qu'est l'IA avec des bons prompts et une expérience terrain. Et je pense qu'on est au timing parfait où j'ai des personnes dans mon équipe qui ont connu des profs ou qui ont eu des cours sur comment faire des montages vidéo avec des bandes et des ciseaux. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de Premiere Pro qui était là entre les deux. Et en fait, cette transition-là, si on a pu vivre dans le monde réel et comprendre à quel point c'était complexe de faire un dérush sur 4 heures de vidéo multicaméra, aujourd'hui, quand on a l'outil, on en prend encore plus la valeur de son apport, on sait encore mieux s'en servir, on sait quels sont les apprentissages qu'on a eus quand on était in the trenches, en train de couper à la main pendant des heures, et le prompt, les phrases d'instruction. Aujourd'hui, on a des SOP, des process d'opérations standardisées, qui en fait sont des mines d'or d'informations, qui ensuite sont juste copiées-collées dans tous les prompts IA qu'on a demain, qui vont accélérer encore plus nos productions, mais avec notre expérience personnelle humaine de l'avoir fait à la main. Et c'est ça aujourd'hui notre valeur ajoutée en tant que boîte, c'est de pouvoir leur proposer ça. Ce que tu dis me fait penser à un truc quand même, c'est que les premières victimes de l'IA dans beaucoup de boîtes ont été les stagiaires. D'accord. Et ce que j'entends, et moi c'est une conviction personnelle, mais je suis en plus très heureux que ce soit un jeune comme toi qui le dise, c'est qu'en fait il va y avoir une sorte de prime à l'expérience, de prime à la seniorité d'une certaine manière.
Ah bah c'est incroyable. J'ai rencontré une société française qui s'appelle Nuke AI, NUKK.ai, et qui voulait entraîner un modèle qui devait être meilleur que tout. Et en fait, ils essayaient par toutes les manières logicielles de devoir le faire. Et ils ont dit en fait la meilleure manière, c'était pour le jeu de Go. Et la meilleure manière, c'était de prendre les meilleurs joueurs de Go de Paris, de les faire asseoir et de leur dire c'est quoi vos meilleurs trucs, c'est quoi vos pires erreurs, c'est quoi vos meilleurs coups, c'est quoi vos stratégies préférées. Et ils ont juste mis ça comme prompt initial à l'entraînement. Et ils ont réduit de dizaines de multiples leurs entraînements, leur productivité. Et aujourd'hui, ils travaillent avec des grosses boîtes d'aviation. Et je pense que c'est la même manière. Et on essaye, toute proportion gardée dans ma société. On n'est qu'une petite quinzaine de personnes. Mais aujourd'hui, avec des process et avec l'expérience qu'on a pu accumuler tous individuellement, qu'on a regroupé dans un centre de connaissances, augmenté par IA, aujourd'hui, on est capable d'avoir des bien plus hauts chiffres d'affaires, taux de marge, rentabilité, délai de livraison qu'une boîte de production classique qui n'aurait pas tous ces outils-là. Merci Jean-Baptiste. Alors Jérémy, toi comme moi, hein, nous sommes des gens qui avons de l'expérience. Je ne dis pas, Sergueï, que tu n'en as pas, mais j'ai l'impression que tu es un peu plus jeune que nous deux. Cette notion de prime à l'expérience, est-ce que tu adhères à cette notion-là? Et puis surtout, je reviens à la question centrale, qui est, est-ce que selon toi, l'IA va remplacer certaines équipes et lesquelles? Moi, je pense que la théorie de l'IA ne va pas remplacer les créatifs ou d'autres, mais plutôt ceux qui refusent de se mettre à l'IA. Donc, qu'on soit plus mûr ou plus jeune, en fait, je pense que ces stagiaires peuvent reprendre leur place s'ils deviennent forts avec l'IA et qu'ils l'utilisent. Par exemple, nous, chez Motion Dream, on est vraiment en train d'avaler en fait tous ces process en production qui étaient complexes, comme les VFX, la traduction, les remplacements de visage et tant d'autres choses, où on est en train de récupérer tout ça, parce qu'avec l'IA, ça crée de la valeur, et on passe du temps à apprendre. Et il n'y a rien, effectivement, de simple, parce que c'est jamais sur un bouton qu'on appuie, c'est sur plein de boutons. Et la valeur créative, en fait, elle n'est pas que créative, elle n'est pas que dans le storytelling, mais elle est aussi très technique, finalement, parce que l'IA, quand on dit on ne remplace pas le bouton, c'est parce que, tout simplement, qu'il n'y a pas de bouton magique. Il y a peut-être des boutons magiques pour une certaine type d'automatisation, mais pour aller au César, c'est certainement pas avec l'automatisation qu'on le fait, c'est certainement pas avec une seule personne ou deux, mais bien avec des équipes d'ailleurs techniques, créatives, pourquoi pas marketing. Et du coup, effectivement, je reviens à Sergueï, on est augmenté. C'est-à-dire qu'on gagne du temps, sur plein de sujets, et puis du coup, on en profite pour, justement, prendre ça. Donc, moi, avant, je faisais juste de la réalisation, maintenant, je fais aussi du storytelling, je fais aussi des VFX. Donc, je forme des studios, des boîtes de production à aller vers l'IA, et en fait, c'est grâce à votre créativité. En fait, c'est grâce au background, à l'intelligence collective d'une boîte de prod, ou à ta richesse, ta culture, etc., que en fait, tu arrives à faire des bons films, tu arrives à aller plus loin. Donc, en fait, c'est effectivement, vaut mieux prendre des gens, les former, pour se multiplier, pour les muscler. Et c'est ça que moi je fais dans les studios de production. Les gens qui comprennent pas, qui sont un peu même réfractaires à l'IA, en faisant justement des formations. Justement, je fais une masterclass au Théâtre de l'IA le 9 juin, et je vais apprendre une journée à faire de la publicité. Il y a des gens qui ne connaissent pas et vont voir qu'en fait, d'abord, c'est un gros travail, mais c'est surtout grâce à leur créativité, à leur background, qu'on arrive justement à faire des choses bien, à aller sur des trucs très créatifs, et c'est là où ça ouvre la voie de la créativité, l'IA, ça nous donne la main pour faire des choses fantastiques, effectivement, éviter des grands déplacements, faire des choses, et aujourd'hui, maintenant, c'est les PME qui changent le game, et qui sont à même de faire des films à grand budget, et donc de faire des films de cinéma, or qu'avant, ça demandait d'être sur des grosses boîtes de production. Merci Jérémy. Sergueï, est-ce que tu confirmes ce que vient de dire Jérémy? Et surtout, toi, tu as des équipes à gérer, justement. Oui, bien sûr. Et l'IA, comment ça a modifié ta façon de gérer ces équipes? Du coup, on s'est plus ou moins tous adaptés
Donc, on n'avait pas spécialement le choix. Et après, on a eu la chance de se positionner quasiment parmi les premiers sur ce marché-là. Et je rejoins Jérémy sur ce qu'il vient de dire, c'est que c'est pas l'IA qui va remplacer les gens, c'est les gens qui ont appris à utiliser l'IA qui vont remplacer les gens, ceux qui sont... Un peu réfractaires. Ouais, c'est ça, ceux qui se sont pas adaptés. Après, je dirais plus, il y a un autre facteur en jeu, il n'y a pas que l'IA aussi, c'est aussi de savoir se vendre. C'est ceux qui font de l'IA et qui arrivent à bien se vendre, c'est surtout lui qui arrivera à choper sa part du marché. Et je pense que voilà, il y aura pas moins d'équipes, il y aura plus de projets, mais pas spécialement moins d'équipes. Alors, plus de projets veut dire aussi qu'il va falloir élaguer un peu. On parlait d'itération tout à l'heure, le fait qu'on peut se perdre à force d'avoir plein de projets. J'ai dit n'importe quoi, mais l'album qui s'est vendu dans tous les temps, Thriller, c'est sur l'album 9 chansons parmi 80 titres qui ont été enregistrés. Donc, ça laisse la part belle à la créativité, certes, mais après, en termes de sélection, il faut faire un certain travail et avoir le fameux goût dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est un peu je pense que l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que ce goût-là, on peut le déléguer aux algorithmes, aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que si nous, on n'est pas capable de faire ce filtre, poster aujourd'hui 20 vidéos ou 1000 vidéos et de voir lesquelles performent, c'est une très bonne stratégie en développement publicitaire, c'est de poster ces vidéos en organique et de voir lesquelles sont les plus performantes et d'y rajouter un gros coup de pouce en pub. Donc après, on peut entraîner son goût à partir des stats, on peut l'avoir eu d'avant ou son expérience, mais je pense que le nombre de productions effectivement va augmenter et peut-être qu'aujourd'hui, cette diffusion beaucoup plus large qu'à l'époque permettra d'avoir un meilleur goût ou plus facilement des insights sur ce goût-là. Qu'est-ce qui est bon? Justement, on parle de créativité, toi tu parles de stratégie, tu parles de marketing, tu parles de slots vidéo. Donc ces vidéos qui répondent à la demande des utilisateurs, mais c'est pas à la demande, mais c'est tout simplement ils regardent ce qui les distrait. Aujourd'hui, quand tu vas voir des films au cinéma, c'est pas juste t'as des films d'action avec aucun scénario, hein, et puis t'as des films d'auteur. Donc, c'est pas le même niveau. Un film d'auteur et un film d'action, c'est pas la même catégorie. Donc, ce dont tu parles, c'est exactement pas la même catégorie. Quand moi, je fais des films qui passent et qui sont élus dans des festivals de courts-métrages, etc., je peux pas arriver avec des vidéos qui vont cartonner sur les réseaux sociaux. Je ne serais même pas reçu. Effectivement. Donc, c'est pas la même chose. Par exemple, non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, oui, les deux avancent ensemble. Nous sommes dans un monde où on est sur d'autres trucs. Mais c'est pas ce que moi j'appelle la créativité. Moi, je parle de ma compétence qui n'est que de la distribution de vidéos qui est majoritairement B2B. Effectivement, je ne viens pas parler de l'art. Mais instinctivement, j'aurais aussi envie de vous dire, un comédien qui va venir tester ses blagues dans un petit bar, est-ce que la blague est moins bien parce qu'il a testé dans une petite audience avant que quand elle fait rire toute une grande salle de 10 000 personnes? Je suis pas sûr que le problème, ce soit la blague. Et je pense que la vidéo peut être pareil. Peut-être que vous le montrez à votre famille et vos amis, votre film, avant de le mettre au Festival de Cannes, et que vous avez des premiers retours. Est-ce que votre mère est la meilleure critique pour un film qui est à vous? Je suis pas certain non plus. Donc, le problème, en fait, il est même pas solutionné par l'IA. Est-ce qu'on a le goût ou pas d'être capable d'un auto-jugement et vers qui on se tourne pour être capable d'avoir des jugements extérieurs? C'est le lot de tous les artistes. Est-ce qu'on veut imposer notre vision au monde ou est-ce qu'on va avoir des retours? Ça dépend de si on veut faire de l'art ou si on veut faire du design. Et je pense que c'est ça la différence. Alors justement, puisqu'on parle d'art, de design et puis de goût, donc tout ça passe par un élément clé de l'être humain qui s'appelle l'émotion. Et dernière question justement, et j'aimerais avoir une réponse assez rapide. Selon vous, est-ce que la vidéo générée par IA, ça peut générer de l'émotion? Florian. Moi, tu vois, les humains, depuis la nuit des temps, on transmet un message, on s'asseyait autour du feu et en donnant notre expérience, notre histoire, etc. Et effectivement, on passe le message. Et ça a évolué au fil du temps, au cinéma. Et la vidéo, aujourd'hui, est un des canaux les plus utilisés pour transmettre la connaissance, l'émotion, le message. Donc en fait, je pense que je sépare vraiment le format du fond. Et je pense tout à fait qu'une vidéo générée par IA qui a été validée, imaginée, pilotée par un humain
va te procurer la même émotion, tu vois, qu'un film d'animation ou que n'importe quel film. Tu vois, Toy Story, tu dis ouais, mais c'est des machines. Pourtant, on a tous été passionnés par ce premier film d'animation. Et en fait, pour moi, c'est simplement un outil. Derrière, c'est qu'est-ce que tu fais avec cet outil, tu vois. On parlait de cuisine, tu as une casserole, je vais pas faire la même chose que d'autres personnes, tu vois. Et pourtant, j'ai les mêmes outils. Tout le monde n'est pas Paul Bocuse. Ouais. Ok. Voilà. Donc nous c'est ça c'est ça qui est très intéressant à CheckSub. En fait, c'est que on est sur la distribution et en fait, peu importe l'histoire, la manière dont tu l'as construite, la manière dont tu l'as imaginée, nous on va t'aider à la distribuer, on va t'aider à avoir ton feu et à faire asseoir des gens autour de ton feu et tu vas pouvoir tester. Et après, on verra si ça marche ou ça marche pas, si les gens sont touchés ou sont pas touchés. Mais donc la réponse c'est oui pour moi, c'est vraiment il n'y a pas de doute. Merci Florian Jean-Baptiste sur cette notion d'émotion créée par l'IA, c'est possible ou pas? Je pense que oui, totalement. Peut-être ça va dépendre si quelqu'un demande juste à ChatGPT de faire une blague ou si quelqu'un a une blague et qu'ensuite il va aller la générer grâce à des outils IA. Et c'est un peu cette limite-là. Est-ce qu'on parle de génération totalement autonome par un modèle LLM qui est allé trouver un insight par lui-même qui pense que tu vas rire à ça? Ou est-ce que c'est un humain qui avait une bonne blague et qui a utilisé un super outil pour la raconter? Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt oui sur celle-là et non sur la première. Peut-être que demain, ce sera oui partout. Ok, merci Jean-Baptiste. Jérémy, émotion via l'IA? Alors, en fait, l'émotion ne vient pas de l'outil, elle vient de celui qui la dirige. Donc, 92% des vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est du prompt. C'est pas de la mise en scène. Donc, c'est pour ça que tu prends des pincettes. Et évidemment, quand on est là, je pense que ça va avancer. Aujourd'hui, l'IA, elle n'est pas à même d'avoir l'œil d'un réalisateur pour faire un dérush, pour sélectionner les bons plans. Elle le sait sur du packaging, parce qu'elle va répondre à ses prompts et son automatisation pour savoir, OK, le produit il est bien visible, etc. Mais en termes d'itération, elle ne va pas être à même d'itérer. D'ailleurs, l'automatisation aujourd'hui, elle est, OK, je génère l'image, OK, j'ai généré l'image, OK, je génère la vidéo, OK, je la monte. Mais à aucun moment, elle reprend l'image. Non, ça va pas, l'émotion, elle n'est pas bonne. Non, là, on voit pas bien le produit. Non, la lumière. Moi, j'ai fait du packshot produit. C'est validé, mais la plupart du temps, il fallait bien voir l'étiquette du produit. Ce genre de choses, même sur le packshot, il est encore très léger. Je suis presque certain qu'il y a des outils qui sont en train de travailler, des modèles qui sont en train de travailler là-dessus. Et c'est évident qu'avec le temps, ça va avancer. Mais aujourd'hui, c'est surtout un réalisateur, c'est surtout de l'émotion, c'est surtout l'œil humain qui est derrière. C'est ce qu'on fait, Sergueï et moi, et comme ça qu'on forme les gens aussi, c'est d'avoir cet œil. C'est là où le background, l'histoire de quelqu'un vient apporter une grosse différence avec la machine. Mais je suis certain qu'avec le temps, on apprendra, il y aura des modèles qui seront uniquement dédiés à justement la sélection de qu'est-ce qu'un bon plan. Et ça, il suffit de pas grand-chose, à mon avis, pour y arriver. Peut-être des modèles propriétaires générés par des créatifs qui les vendront à des boîtes. Mais c'est certain. Il suffit de sélectionner tous les meilleurs plans du monde. Une sorte de banque d'images? Oui, mais c'est exactement pareil que c'est des entraînements. Mais aujourd'hui, ils font des entraînements sur des mouvements, sur le lip-syncing, comme on le parlait. Et les jeux d'acteurs viennent tout seuls, parce qu'en fait, il y a un entraînement. Mais de plus en plus, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va être à même, les IA vont être à même de savoir ce qui est un bon rôle, ce qui est un bon plan, ce qui est une belle lumière, etc. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Merci Jérémy. Sergueï, ce sera pour toi le mot de la fin sur la notion d'émotion. Je relis sur ce qui vient de dire Jérémy. Derrière une IA, il y a surtout un être humain qui prompte. Donc après, tout ça, c'est surtout des langages cinématographiques. Comment on met en scène, etc. Qu'est-ce qu'on veut montrer, comment on le raconte, etc. Et le client, c'est ce qu'il veut aujourd'hui le plus. C'est pas de l'IA au final, c'est raconter une belle histoire. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que la plupart de nos clients, quand ils veulent de l'IA, ils veulent que ça ressemble pas du tout à l'IA. Et justement... Et de plus en plus dans les prompts, on dit surtout, fais en sorte que ça ressemble pas à l'IA. Et surtout, ça sert à rien d'écrire ça. Mais il n'y a pas que les clients, parce que finalement, il y a aussi en fait ce que les gens ils s'en foutent, c'est de savoir si c'est l'IA ou pas, c'est qu'ils veulent être touchés.
Oui, non, mais après, c'est que parfois, aujourd'hui, l'IA, ça se voit, mais le client, quand même, il veut de l'émotion, il veut que ça se voit pas, et c'est ce qu'on essaie de faire chez C-Carré. Et justement, aussi, dans notre formation, à côté, on a une formation en ligne, on essaie d'apprendre ça à nos étudiants, comment le toucher le plus possible en public, et c'est ça qui fera aussi la différence sur le marché par rapport à quelqu'un qui fait juste des vidéos, et qui fera des vidéos qui vont se retrouver un petit peu sur la toile, quoi. Merci Sergueï, merci Jérémy, merci Jean-Baptiste, merci Florian d'avoir accepté de venir en terrain inconnu complètement, hein, mais moi aussi j'y étais et c'était un super voyage. Donc merci de nous avoir expliqué en quoi l'IA révolutionnait le contenu vidéo et puis les enjeux autour de la création. Et surtout, ce que je note, c'est que pas de panique, on ne va pas être remplacé, on a l'opportunité d'être augmenter et même pour les boîtes d'augmenter leur productivité en restant à effectif constant, entre autres. Voilà. Bon, bah merci à vous. Merci. Voilà qui conclut cette discussion autour des nouvelles opportunités créatives apportées par l'intelligence artificielle dans l'univers de la vidéo. Une transformation technologique majeure, on l'a vu, qui redéfinit déjà les méthodes de production, les métiers créatifs et les stratégies de marque. Merci à nos invités pour leurs analyses et leurs retours d'expérience. The TV Society est une émission de Minted, produite par The Society's Media, avec le soutien logistique de CheckSub. Retrouvez cette émission en replay sur LinkedIn, ainsi qu'en podcast sur les principales plateformes d'écoute.